Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre magazine international en partenariat avec le journal Le Monde. Dans quelques jours, le monde de la francophonie, qui aujourd'hui regroupe 88 États, devait se retrouver pour fêter son 50e anniversaire. Le rendez-vous était fixé à Niamey, au Niger, là où elle est née. Mais pandémie de coronavirus oblige, la célébration est reportée. D'autres rendez-vous sont prévus tout au long de cette année pour célébrer l'événement. La francophonie, ce sont des valeurs communes pour défendre notamment la démocratie, la paix, les droits humains, en favorisant l'éducation, l'égalité des genres, le développement. Vaste mission d'une institution désormais dirigée par Louise Mushikiwabo, secrétaire générale, depuis janvier 2019. Elle est notre invitée. Avec elle, nous reviendrons bien sûr sur cette actualité sanitaire qui préoccupe le monde et nous évoquerons l'avenir de la francophonie, ses missions, ses ambitions, ses défis dans un monde particulièrement compliqué en ce moment. Alors avant de rejoindre Louise Mushikiwabo, je vous propose ces quelques pas de danse de Jenny BSG, cette chorégraphe et danseuse belge de 25 ans et qui, tout le mois de mars, fait danser les francophones via son hashtag Défi Francophonie. Bonjour Louise Mushikiwabo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et celle du journal Le Monde avec Marilyn Baumard, rédactrice en chef du Monde Afrique. Alors tout ce mois de mars, vous avez donc choisi de faire célébrer le visage de la francophonie par cette chorégraphe et danseuse belge. Alors pas de doute, cette jeunesse joyeuse, créative, multiculturelle existe bien, mais plus généralement, l'image de la francophonie, dans beaucoup d'imaginaires, c'est plutôt celui d'une dame d'un certain âge, un peu plus coincée, je pourrais dire, un peu plus institutionnelle. Donc ce choix, c'est une façon de donner un autre signal. Tout à fait. Je suis de ces personnes dans le monde politique aujourd'hui qui pensent que on doit ouvrir nos horizons, surtout dans le monde multilatéral. Je sais, par mon parcours à travers le monde, que la jeunesse, d'une manière générale, mais la jeunesse francophone, je connais beaucoup plus la jeunesse africaine, la jeunesse francophone a plein de talents. C'est une jeunesse qui est aussi prête à contribuer, même sur des défis du moment. Moi, j'ai vraiment envie, en tant que secrétaire générale de la francophonie, d'ici la fin de mon mandat, de leur donner plus de visibilité, d'aller à leur rencontre, de les écouter et de les faire vivre ce moment, ces 50 ans de la francophonie viennent avec une perspective d'avenir. Et je me réjouis beaucoup de voir que, en fait, ce que j'avais voulu quand je me présentais comme candidate commence à se réaliser. Est-ce qu'au bout d'un an, on peut déjà dire que le style Mushikiwabo, ce sera de casser les codes et ce sera un petit peu votre marque de fabrique, votre marque, votre patte à la tête de cette maison? Vous savez, je suis en même temps conservatrice, mais oui, de temps en temps, je casse des codes. Je crois que plus que moi-même ou ma personnalité, c'est aussi un signe des temps. Le monde aujourd'hui est tel que on ne peut plus faire comme on a fait pendant ces dernières décennies. Il y a aujourd'hui dans le monde et de plus en plus vers l'avenir nécessité de créer, d'être présent aussi parce que nos organisations, vous savez, le monde multilatéral, moi quand je parle à certains de mes amis de la francophonie, de ce qu'on fait, de nos projets, pour eux, l'image de l'organisation, c'est des chefs d'État qui arrivent dans une capitale pour un sommet, c'est un peu ésotérique. C'est très institutionnel. C'est très institutionnel et moi, j'ai vraiment choisi, sans casser l'institutionnel, d'être
d'user d'un peu plus d'imagination, d'aller vers nos populations, surtout parce que l'institutionnel est supposé servir nos citoyens et c'est un équilibre entre les deux. Donc une francophonie plus remuante. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « moi j'ai quand même quelques valeurs conservatrices » ? J'ai évolué dans le monde diplomatique de par ma carrière de ministre des Affaires étrangères. Je sais qu'il y a un certain aspect classique des relations internationales, du monde multilatéral. J'ai travaillé un petit peu pour le Fonds monétaire international, j'ai travaillé pour la Banque africaine de développement, je connais le système onusien. Et donc, il y a un certain aspect institutionnel classique qui reste, mais on a tout un champ d'action où on peut créer du nouveau, ou surtout, pour moi, c'est important pour notre organisation, pour l'avenir, ouvrir cet espace à nos citoyens qui ne demandent que ça, qui veulent s'impliquer. Et encore une fois, la jeunesse, puisque d'abord on est un espace très jeune, beaucoup de nos pays ont jusqu'à 70% de leur population à moins de 25 ans. Et donc, on travaille pour ce monde-là, cette jeunesse-là. Et on doit les impliquer beaucoup plus. Alors, on va consacrer une grande partie de cette émission, évidemment, à la francophonie. Mais je voudrais, avant, si vous voulez bien, Louise Mushikiwabo, que nous abordions l'actualité, qui est cette épidémie de coronavirus qui touche, après la Chine, la Corée du Sud, et bien aujourd'hui l'Europe, qui est devenue, selon l'OMS, l'épicentre, le nouvel épicentre de cette épidémie, de cette pandémie d'ailleurs. Vous qui vivez à Paris, on a entendu le président français Emmanuel Macron parler des mesures qu'il fallait prendre aujourd'hui en France. Comment vous vivez, vous, au quotidien, cette épidémie maintenant ? Bon, d'abord, depuis quelques semaines déjà, il y a un petit ralenti au niveau de nos activités parce qu'il y a des voyages qu'on a dû décaler, des voyages qu'on a dû annuler. Et donc, on ressentait déjà avant le discours du chef de l'État qu'on allait avoir un petit retard dans nos activités. Et donc, depuis, la France, c'est notre pays hôte, donc on suit, surtout sur des questions liées à la santé, à la sécurité, tout ça, on suit la France. Et donc, ces 2 derniers jours, nous avons travaillé ici au siège à Paris sur un système de télétravail pour tous nos personnels. Nous avons créé des outils de travail. Nous avons aussi encouragé la flexibilité pour nos personnels qui, ici au siège, plus de 240 personnes de tous âges. Beaucoup de jeunes qui ont aussi des enfants en bas âge. Et donc, on va s'adapter, on va suivre les mesures à la fois de l'OMS et de notre pays hôte, la France. Vous êtes inquiète, personnellement, par rapport à ce qui se développe là, avec cette pandémie ? Je suis inquiète par rapport à l'imprévisibilité. Même dans le décalage des activités, je ne sais pas si on décale d'1 mois, de 3 mois. Et donc ça, j'ai un peu d'anxiété par rapport à ça. Et puis, j'ai quand même la responsabilité de nos employés ici au siège, mais aussi à travers le monde. Nous avons à peu près 120 employés qui sont sur les 5 continents. Et donc, nous avons une équipe très performante ici au siège qui suit tout ce qui se passe dans le monde. Mais en tant que chef d'institution, je dois dire, j'ai une petite angoisse, oui. Alors, vous répétez souvent que la solidarité, c'est une des valeurs fortes de la francophonie. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le monde est vraiment solidaire quand on voit que l'Europe n'a pas été capable d'apporter une réponse à l'Italie, une aide à l'Italie, que c'est la Chine qui est arrivée ces dernières heures sur le territoire italien avec de l'aide. Comment est-ce que vous appréhendez cela ? Sans être catégorique, en tant qu'observatrice du monde, je trouve que le monde aujourd'hui manque précisément de solidarité. Et il y a des aspects de la vie moderne
avec ces frontières qui sont ouvertes pratiquement, qui demandent à ce qu'on se tienne la main dans des cas tels que le cas que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus, sur des questions de sécurité, de terrorisme, même de migration, de climat. Et pour moi, l'organisation que je dirige devrait de plus en plus, puisque notre ADN, c'est la solidarité, vraiment trouver le moyen d'utiliser beaucoup plus cet atout, de s'intéresser à ce qui se passe entre nous et ce qui se passe à travers le monde. Dans des moments comme ça, je pense que ça fait du bien de savoir que rien que le soutien moral, c'est très important. On en parlait d'ailleurs hier ici au siège de l'OIF en pensant d'abord à nos employés, à ce qu'on va faire, aux mesures qu'on va prendre, mais aussi à nos pays membres. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos pays membres? On n'est pas dans le domaine de la santé, mais peut-être qu'on peut être utile d'une manière ou d'une autre. On va y réfléchir dans la semaine qui vient et dans les semaines qui viennent. Vous êtes rwandaise. Le Rwanda connaît depuis aujourd'hui son premier cas de coronavirus. Oui. L'Afrique commence à être impactée, tout le continent africain. Certains pays ont mis certaines restrictions. On l'a vu déjà hier avec le Maroc, qui a annulé toutes les liaisons maritimes et aériennes avec la France, notamment. Est-ce que vous redoutez que l'Afrique devienne le nouvel épicentre de cette épidémie dans les prochaines semaines? J'espère que, pour une fois, l'Afrique ne va pas être sérieusement frappée par cette pandémie. Au rythme où la contagion se propage à travers le monde, et justement avec le mode actuel les voyages, le commerce, même la diplomatie, c'est presque impossible de limiter la contagion. J'espère que j'ai déjà vu que beaucoup de pays africains se préparent, sont préparés. Peut-être que c'est vrai, cette fois-ci, il faudrait voir comment apporter de l'aide ici et là, même échanger sur les bonnes pratiques qui aident à se protéger surtout. Les mesures barrières, évidemment l'hygiène, etc. Mais l'Afrique, son système sanitaire est assez faible. C'est vrai. Les infrastructures hospitalières et sanitaires sont souvent à la peine. On l'a vu sur d'autres pathologies. Est-ce que vous redoutez que, compte tenu de la fragilité de ces infrastructures, l'Afrique soit très impactée? Oui, c'est vrai, les systèmes sanitaires du continent, d'une manière générale, ont beaucoup de lacunes. Mais en même temps, j'ai suivi la crise Ebola sur plusieurs pays africains. Je crois que ces dernières années, il y a quand même eu une sorte de préparation à ce genre de virus. Il y a eu aussi, en tout cas au niveau du continent africain, un élan de solidarité qui est parti de l'Union africaine, du secteur privé, des hommes et femmes d'affaires africains qui se sont impliqués avec leurs ressources financières, avec beaucoup de volontaires qui sont allés sur plusieurs pays, en tout cas dans le temps de Ebola. Et donc, il y a quand même une certaine préparation à ce genre de pandémie. Et ça aide. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de pays, effectivement, vont avoir beaucoup de difficultés. Vous pensez réellement que les structures qui ont été montées pour lutter contre Ebola peuvent être réactivées et que ce sera un vrai plus? On peut dire... C'est une préparation déjà. Les réflexes sont là. Les systèmes qu'il faudrait mettre en place sont là. Est-ce qu'on pourra, pour plusieurs pays, les mettre en place? Peut-être pas, mais pour l'Afrique, ce n'est pas vraiment la première fois qu'il y a ce genre de pandémie. Et en même temps, il y a une population qui est très fragile, parce qu'on oublie d'en parler, mais si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud et ces millions de séropositifs qui sont quand même des gens potentiellement très fragiles, ça accroît encore la difficulté à faire face, non? C'est vrai. Mais ceci dit, l'Afrique du Sud a quand même un système sanitaire des plus avancés
pas qu'en Afrique, mais dans le monde aussi. Donc, c'est peut-être plutôt une question de rigueur, d'organisation, mais pour des pays comme l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est capable de combattre. Louise Mouchikawabo, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux, parfois virulentes, hein, notamment à destination de la France, qui est un peu accusée avec les voyageurs, etc., d'infecter certains pays du continent africain. J'aimerais avoir une réaction à ces messages, et puis j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez un message dans ce moment très particulier que le monde est en train de connaître, et donc le monde de la francophonie aussi, avec cette pandémie? Est-ce que vous avez un message à adresser au monde de la francophonie sur cette problématique? Si je peux commencer par le message, il faudrait qu'on soit tous sages, qu'on se calme un peu, parce que ça nous permet de bien réfléchir, de réagir et surtout d'interagir, parce qu'on en aura besoin. Dans des périodes comme ça, la panique, je vois les supermarchés ici à Paris, et tout ça, c'est des réactions normales. Mais au niveau des structures nationales, des structures étatiques, je pense qu'il faudrait vraiment que tout le monde se calme, qu'on essaye de voir tranquillement ce qui est faisable, et surtout suivre d'une manière scrupuleuse les consignes des professionnels de santé, les mesures proposées par l'OMS. C'est très important. Qu'on soit des pays déjà affectés ou pas, je pense qu'il est important de suivre ces mesures-là. Des médecins, des scientifiques qui savent de quoi ils parlent, c'est très important. Maintenant, de dire que l'Europe, les Européens viennent infecter les Africains, des maladies comme ça, avec, encore une fois, un monde avec des frontières ouvertes, on ne peut pas fermer nos pays. Le plus important, c'est justement de se préparer, de se protéger, d'avoir des structures en place à l'arrivée des visiteurs, de se préparer pour, au cas où on en a besoin, des endroits pour des quarantaines, de mobiliser nos systèmes de santé. Mais personnellement, je pense que la libre circulation dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas l'arrêter. Et en même temps, c'est très compliqué pour les pays africains. On l'a vu sur le Congo. Il était très compliqué de mettre en place déjà une quarantaine pour les Chinois. C'est le gouvernement chinois qui a offert les lieux pour cette quarantaine au départ. C'est très, très compliqué, même si on voit bien que c'est la bonne mesure. Oui. C'est compliqué. Bon, déjà, même les pays avec des systèmes beaucoup plus avancés, je vois un peu partout ici en Europe où j'habite maintenant, ce n'est pas évident. Et donc, pour des pays, d'abord la question des infrastructures, la question des personnels, la question des moyens financiers, ça, c'est clairement un problème. Mais même avec peu de moyens, comme c'est le cas de plusieurs pays sur mon continent, je pense que la vigilance, la rigueur dans l'application des mesures, ça, c'est une partie très importante de la protection. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Louise Mouchikawabo, nous avons maintenant parlé de francophonie. Nous allons revenir sur votre mission à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. C'est un focus signé Sébastien Duhamel et Emmanuel Marty. Louise Mouchikawabo, plus de 14 mois maintenant que vous êtes secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui fête cette année ses 50 ans. Et une chose est sûre, vous souhaitez marquer l'institution de votre empreinte, comme vous l'avez encore laissé entendre récemment devant le Conseil économique, social et environnemental français. La francophonie aujourd'hui, après 50 ans, a besoin de mettre un peu d'ordre dans son travail, a besoin de fédérer toutes les forces positives de la francophonie et que la francophonie aujourd'hui doit s'inscrire tout en se rappelant du passé dans l'avenir.
Vous parlez également de la francophonie comme d'un objet politique, un objet d'influence qui doit peser davantage sur la scène internationale. Et d'influence, vous n'en manquez d'ailleurs pas. Après près de 9 ans au ministère rwandais des Affaires étrangères, vous avez l'habitude de côtoyer des chefs d'État, en Afrique ou ailleurs. C'est peut-être ce qui a incité le président français à vous convier à Pau en janvier dernier, aux côtés des chefs d'État membres du G5 Sahel, alors qu'Emmanuel Macron leur demandait de clarifier leur position sur la présence de la force Barkhane sur leur sol. Mais de ces dîners, comme de vos rencontres, rien ne filtre. Vous savez manier la diplomatie silencieuse. À l'image de votre récent entretien avec le président ivoirien Alassane Ouattara à Paris, 3 semaines à peine avant qu'il n'annonce renoncer à l'idée de briguer un 3e mandat. De l'influence, l'OIF n'a pas hésité non plus à en jouer lorsqu'elle a suspendu sa mission électorale en Guinée, alors que Conakry connaît des affrontements autour d'élections législatives et d'un référendum constitutionnel qui ouvrirait la voie à un éventuel nouveau mandat du président Alpha Condé. Au-delà de ces missions politiques, vous souhaitez placer la jeunesse et le numérique au cœur de votre mandat. Mais de quels moyens disposez-vous réellement ? Si l'OIF compte 88 États membres, dont 27 observateurs, son budget jusqu'en 2022 ne dépassera pas les 73 millions d'euros annuels. Pas sûr qu'il vous permette de mener à bien vos projets. Louise Mouchiki Wabo, vous étiez invitée il y a quelques jours au Conseil économique et social et environnemental à Paris sur le thème de la francophonie dans tous ses États. C'est un événement qui célébrait donc le 50e anniversaire, qui lançait les célébrations du 50e anniversaire de la francophonie. vous avez dit la francophonie, après 50 ans, je vous cite, a besoin d'un peu d'ordre. On vient de l'entendre d'ailleurs dans son travail. Elle a besoin de fédérer toutes ses forces. Alors, j'ai envie de vous demander, quand on vous a remis les clés de cette grande maison, vous l'avez découverte un peu en désordre ? J'ai découvert une maison qui est comme toutes les maisons multilatérales. Encore une fois, la francophonie n'est pas une institution tout à fait à part. Et aussi une institution qui aujourd'hui quand même est la somme totale de ces différents éléments d'histoire. Une institution où, à travers les années, il y a eu beaucoup de décisions, beaucoup de résolutions, beaucoup d'initiatives, et ce qui a fait que la francophonie s'est un peu éparpillée. Et donc, quand je parle de mettre de l'ordre, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis donc le début de mon mandat. Il est important aujourd'hui qu'on se focalise et qu'on passe à l'échelle pour avoir de l'impact sur le terrain. C'est très important. La francophonie, ce n'est pas ici à l'avenue Bosquet à Paris. La francophonie, c'est sur le terrain, sur les 5 continents. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir un impact sur la vie de nos citoyens, au-delà des réunions, des instances, de tout ce qui est institutionnel. Moi, je suis très intéressée à ce qu'on soit visible par le travail qu'on fait sur le terrain. C'est ce que j'ai voulu dire par mettre un peu d'ordre. Alors, 14 mois déjà que vous êtes arrivée. De quoi êtes-vous aujourd'hui la plus fière de ce qui a déjà été accompli? 2 choses. Depuis 14 mois que je suis à la tête de la francophonie, tout d'abord, et c'est un aspect très important, surtout dans le milieu intergouvernemental, une excellente relation entre nous, le siège, l'OIF, ici à Paris, et les États membres. Beaucoup de soutien des États membres par rapport aux ajustements, aux changements qu'on est en train d'opérer, et une volonté, en fait, de redynamiser notre organisation. Ce n'est pas toujours évident. Donc là, personnellement, vraiment, j'en suis fière. L'implication de plus en plus forte de nos États pour améliorer le travail qu'on fait. D'autre part, je vois aussi que depuis un peu plus d'1 an, notre organisation a quand même beaucoup plus de visibilité sur la scène internationale. J'étais à New York pendant les assemblées générales des Nations Unies. Je pense que la francophonie était visible, elle était partout, par les rendez-vous politiques, par notamment notre soirée francophone qui a attiré beaucoup de délégués à New York, où c'est
un moment de divertissement, mais un moment aussi où les francophones et les francophiles se retrouvent autour de la langue française après de longues journées comme il y en a aux Nations Unies et dans des réunions similaires pour créer un moment francophone. On a fait la même chose à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine en février. Et donc, il y a d'autres exemples aussi, de par notre implication aujourd'hui sur des sujets importants de notre organisation, notamment la région du Sahel, qui est une région qui nous inquiète beaucoup. Je viens d'un voyage aux États-Unis il y a une semaine, une dizaine de jours, où j'étais allée rencontrer les autorités américaines pour essayer de plaider pour que les États-Unis restent impliqués dans cette zone importante. Il est question d'un retrait américain sur la zone du Sahel. Tout à fait. On en parle, mais on dit que non, mais il faut quand même qu'on puisse... Ça, c'est l'outil politique. C'est l'outil politique. Mais vous dites, on gagne en visibilité. Mais est-ce que ça veut dire que vous gagnez en efficacité? Je vous pose cette question parce que c'est particulièrement un moment où les organisations internationales, d'une manière générale, ont beaucoup de mal à se faire entendre. On voit que l'unilatéralisme l'emporte sur le multilatéralisme. Donc, visible, d'accord, mais efficace? Je dirais que visible, oui. Efficace, on est en route vers l'efficacité. Je dois être très honnête parce que l'efficacité, après un an dans une organisation comme la nôtre, c'est pas évident. Mais on a déjà posé des jalons. L'efficacité, pour nous, commence d'abord... par la manière de nous organiser en tant que sur le plan administratif, financier, ressources humaines, parce qu'il faut une machine pour faire le travail. On a beau vouloir aller vite, être efficace, la machine multilatérale est assez lourde. Et donc, nous avons d'abord commencé en termes d'efficacité à revoir tous nos programmes. Vous serez peut-être étonné, mais moi, quand je suis arrivée à l'OIF il y a 14 mois, nous avions en face de nous, avec ma nouvelle administratrice qui est arrivée quelques mois plus tard que moi, plus de 480 programmes qu'aujourd'hui nous avons réduit à 300 et quelques programmes. Dans un an, peut-être à 200 programmes. Ça, c'est d'une part. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Parce que réduire les... Voilà. On ne peut pas avoir d'impact si on s'éparpille avec des petits budgets et qu'on essaye de tout faire. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, en termes d'efficacité, on a pris quelques mesures. On commence à voir l'efficacité, mais ça va prendre du temps. Alors, efficacité, outils d'influence. Concrètement, là, vous nous avez bien expliqué ce que vous avez déjà fait. Sur les années à venir, qu'est-ce que c'est les étapes successives qui s'annoncent? Sur les années à venir, il faudra raffiner encore plus. Il faudra beaucoup de fluidité dans le travail qu'on fait. Et encore une fois, que ce travail soit visible sur le terrain. C'est ça la légitimité du monde multilatéral aussi. Si les États sentent qu'ils n'y trouvent pas leur compte, qu'ils ne sont pas écoutés, qu'on n'améliore pas, même avec nos moyens modestes, ce qui se passe dans les pays, on n'aura pas réussi. Et donc, il faudra absolument faire ça. Et je crois aussi, dans les années à venir, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il sera très important que la francophonie soit une organisation internationale influente. Et là aussi, on y travaille. D'ici la fin de mon mandat, j'espère avoir contribué à la fois à l'efficacité de l'organisation, à la présence sur le terrain et à une certaine influence sur le plan mondial. Vous avez évoqué il y a quelques instants le Sahel. Hein. Alors, puisqu'on parle d'efficacité et de visibilité, vous étiez, Louise Mushikiwabo, au sommet de Pau, qui a été organisé par Emmanuel Macron en janvier dernier, hein, avec les présidents du G5 Sahel. Quel a été votre rôle dans ce sommet? Écoutez, le sommet de Pau, d'abord, pour moi, est un sommet qui a une grande importance parce qu'il a permis de redémarrer la machine.
On parle des problèmes du Sahel depuis plusieurs années. Moi-même, avant de venir à la francophonie, j'étais donc au niveau de l'Union africaine impliquée. J'étais présidente du conseil exécutif, donc des ministres des Affaires étrangères. J'ai suivi les problèmes du Sahel. J'étais allée au siège du G5 en Mauritanie. Donc c'est un problème qui est là, qui nous inquiète, mais où on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver rapidement des solutions. Donc ça, c'était l'importance du sommet. Mon rôle, tout comme mes collègues, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations Unies, nos collègues aussi à l'Union européenne, c'était... Le président du Conseil européen était là, oui. Tout à fait. C'était le soutien aux chefs d'État qui étaient là, et surtout d'une manière particulière pour la francophonie et pour l'Union africaine, une remobilisation de nos États membres pour le soutien au Sahel. Il y a une actualité ce matin, en fait, qui date d'hier soir, c'est la libération de 2 otages au Sahel. Hein, cette jeune Québécoise et ce jeune Italien qui ont été libérés, qui avaient été enlevés au Burkina Faso. Ils ont été libérés au Mali. Ils étaient détenus par un groupe affilié à Al-Qaïda. Votre réaction à cette libération, c'est une bonne nouvelle pour ce qui est en train de se passer. C'est que les choses avancent. Il y a des négociations entre différentes autorités et ces groupes islamistes, djihadistes. La libération d'otages est certainement une bonne nouvelle. Mais le problème le plus important au Sahel, c'est le désarroi des populations. Nous, à notre niveau, on est impliqués dans des discussions politiques. Ceux qui sont dans le domaine sécuritaire, militaire, ont leur action. Mais il est très important de garder à l'esprit que voilà, toute cette partie de l'Afrique où les populations vivent dans l'anxiété, où il y a eu des conséquences économiques, sociales, même des conflits intercommunautaires, c'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Alors, sur l'intercommunautaire, ces conflits intercommunautaires, vous êtes rwandaise. Est-ce que le fait de venir d'un pays qui a connu une déchirure profonde et qui a reconstruit sur cette déchirure, c'est quelque chose d'important qui vous donne une légitimité supérieure à parler à ces pays qui eux-mêmes sont confrontés à ces conflits intercommunautaires? Plus que la légitimité, je pense que le fait d'être rwandaise me donne une certaine sensibilité à ces conflits intercommunautaires qui ne seraient peut-être pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je suis vigilante sur ces conflits-là. C'est un vrai poison, les conflits intercommunautaires. Si on n'arrive pas à les arrêter à temps, ça devient plus compliqué plus tard. Mais ce qui est sûr aussi, et c'était le cas dans mon propre pays, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations autour des conflits intercommunautaires par des acteurs politiques, par des acteurs sécuritaires. Et plus ça dure, plus ça devient compliqué de ramener la sérénité, de raisonner d'une manière constructive. Et c'est vraiment pour tous nos États membres de la francophonie et mes discussions avec les chefs d'État de la région, on parle toujours de cela. C'est des aspects, je dirais même primitifs, qui reviennent aujourd'hui sous forme de conflits politiques, sous forme de problèmes sécuritaires. Mais nos populations ont besoin d'être écoutées, d'être suivies de près. Et surtout, il y a tout un enseignement à faire. Il y a une manière didactique de protéger nos populations contre ces conflits, et encore une fois, qui prennent des dimensions qu'on n'arrive pas à arrêter à un certain moment. Alors, ce sommet, Louise Mushikiwabo, c'est quand même tenu dans le contexte d'un sentiment anti-français qui s'est développé notamment au Mali face à la présence militaire française et l'opération Barkhane. Vous, comment vous analysez ce sentiment anti-français et comment vous le ressentez à la tête de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie? Vous savez, la frustration engendre
souvent des sentiments comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de frustration en Afrique francophone par rapport à la vie que les citoyens francophones en Afrique vivent aujourd'hui. Et quand il y a des frustrations, on va chercher les responsabilités. Ce qui est sûr, c'est que la relation entre la France et beaucoup de pays du monde francophone africain est une relation qui doit être rafraîchie, renouvelée. Mais tout ceci se passera par... Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme est joli. Oui, rafraîchi, renouvelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'un dialogue franc, un dialogue sans tabou, doit s'instaurer entre ces populations avec un sentiment anti-français et le côté français. Je pense que l'histoire de la France avec ces pays quand même évolue. J'ai écouté plusieurs fois le président Emmanuel Macron, je lui ai parlé, je le connais. Je sais qu'il veut une relation beaucoup plus saine avec le continent, mais il faut y travailler. On a beau vouloir quelque chose, il faut que dans le concret, ces pays où beaucoup de nos populations blâment la France pour plusieurs choses, il faut qu'on en parle. Mais l'OIF a un rôle là, et le joue? L'OIF a un rôle si l'OIF est sollicité, parce que c'est souvent des questions bilatérales, mais on est toujours prêt, on accompagne nos États, ça fait partie de notre mission. On n'oublie pas que la France est un des membres les plus importants de notre organisation. Donc nous, on est prêt, si on est sollicité, à faciliter, à parler, à échanger, à utiliser de tous les moyens, à utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour créer plus de sérénité dans la relation entre la France et certains pays africains. Il est reproché parfois à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de ne pas prendre assez de distance avec certains, notamment en Afrique francophone, avec certains des dirigeants qui sont là depuis de très longues années au pouvoir, avec des mandats qui se succèdent. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent l'Organisation internationale de la francophonie sur ce sujet? Pourquoi est-ce qu'on prendrait des distances avec les dirigeants africains francophones? Ce sont eux qui siègent à nos réunions, on travaille avec eux. Moi, je ne suis pas du tout pour ce genre d'approche. Je pense, et c'est ce que je fais en tant que secrétaire général de la francophonie, que les chefs d'État, il faut leur parler. Ce pas des monstres, c'est des êtres humains qui veulent, même s'ils le font mal de temps en temps, qui veulent quand même faire évoluer leur pays. Prendre des distances, qu'est-ce que ça changerait par rapport à la vie de nos citoyens? Je crois que le plus important, c'est d'apporter conseil, de débattre des sujets parfois qui fâchent. Moi, je le fais toujours avec respect parce que je reste africaine et j'ai cette sensibilité. Mais prendre des distances avec les chefs d'État, je ne sais pas si c'est ça qui va résoudre les problèmes de l'Afrique. Les populations pensent que ces dirigeants confisquent le pouvoir, pour eux, au détriment de l'intérêt général. Ils ne sont pas porteurs des valeurs de la francophonie. Donc il y aura une logique à ce que vous soyez plus distants. Mais justement, c'est pour cela qu'on échange avec eux, qu'on parle d'une manière assez ouverte avec eux. Après, la francophonie ne va pas gérer les pays à la place des dirigeants. Tout ce qu'on peut faire, c'est de soutenir, de se parler franchement, mais on ne va pas se substituer aux dirigeants des pays. Alors, je voudrais qu'on en écoute un, justement, à ce propos. C'est celui de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Hein. Voici ce qu'il a déclaré. C'était le 5 mars dernier à Yamoussoukro. On l'écoute. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Alors, vous aviez rencontré Alassane Ouattara le mois dernier. Vous avez parlé de cette décision ? On en a parlé. Le président Ouattara, quand il est venu nous rendre visite à Paris, à l'OIF, nous avons échangé longuement
sur la situation du pays, sur la situation politique, sur l'avenir, sur ses projets. Mais pour moi, le plus important dans cette annonce, c'est que les chefs d'État, en général, et les chefs d'État africains, s'ils font ce que la majorité de leurs citoyens veulent, ben, tant mieux. Et je pense que dans ce cas, on l'a vu par les applaudissements et ce qui se dit dans la presse, je pense que la majorité des Ivoiriens étaient contents avec cette décision. Et vous pensez que ça peut avoir valeur d'exemple pour quelques autres présidents africains? Ça peut avoir valeur d'exemple, mais chaque pays a son parcours, a sa situation. Il y a des exemples ou des expériences qui peuvent être exportées, qui peuvent être adaptées aux situations des pays. L'Afrique est un continent, ce n'est pas 2-3 pays, ce n'est pas un pays. Et donc, ce qui se passe sur le plan politique et sur d'autres plans aussi peut aider à d'autres situations dans d'autres pays. Et alors justement, dans les échanges, puisque vous échangez avec les chefs d'État du continent, et dans les échanges que vous avez avec un autre président qui est celui de la Guinée, Conakry, Alpha Condé, qui termine cette année son second mandat et qui pourrait peut-être embriguer un troisième à l'issue d'une réforme de la Constitution, si elle est votée, hein, parce qu'il y a des élections en cours, enfin des suffrages en cours qui ne sont pour l'instant, enfin des scrutins qui ne sont pas encore organisés. Est-ce que vous évoquez ce changement de génération au pouvoir avec Alpha Condé? Il a 82 ans et il a déjà fait 2 mandats, hein, je rappelle. Oui, alors, encore une fois... je sais que vous êtes très discrète hein, sur le... Pour moi, bon, d'abord, vous imaginez pas que je vais dévoiler mes discussions avec les chefs d'État sur ce plateau. On en rêve. Une partie. Alors... si les Guinéens, il est très important, je pense, et surtout venant de l'Occident et de la presse occidentale par rapport à l'Afrique, il est très important de toujours penser qu'il y a des populations africaines. Il n'y a pas de deal, si vous voulez, entre l'Occident et les chefs d'État africains. Les chefs d'État africains doivent répondre aux attentes et aux besoins de leur population. C'est le plus important. Sur le plan politique, les premiers à décider de ce qui se passe par rapport à leurs dirigeants, c'est les populations africaines. Je vois ici, en Occident, que je connais bien, pour y avoir vécu longtemps aussi, que parfois on a des formules déjà faites pour des pays africains. Ça ne se passe pas comme ça ne devrait pas se passer comme ça. Et donc c'est aux Guinéens, nous-mêmes, l'OIF, nous étions très impliqués sur un dossier à caractère technique mais très sensible puisqu'on travaillait sur les fichiers électoraux. Nous avons... Vous aviez une mission d'assistance. Nous avions une mission d'assistance. Aux élections. Nous avons terminé notre travail. Nous avons donc présenté un rapport avec des recommandations. Nous avons, moi personnellement, j'ai bien sûr parlé au chef d'État guinéen, j'ai, à travers mes représentants aussi, interagi avec la commission électorale. Donc voilà. Ils ne sont pas très contents, semble-t-il, en Guinée, hein, des échanges parce que la mission de l'OIF, après avoir fait des recommandations sur un fichier, hein, où il semblerait qu'il y avait plus de 2 millions de noms, avec des listes, avec des doublons, avec des personnes qui étaient mortes, disparues. Il semblerait que vos experts, la semaine dernière, ont été déclarés persona non grata en Guinée. Alors, vous avez dit que non. Alors, où est la vérité, là? Il y a les torchons brûlent entre l'OIF et d'abord, il n'y a personne de l'OIF qui a été déclaré persona non grata. Nous avions été invités, après avoir justement tiré ces conclusions, sur un aspect pour moi très problématique puisqu'il touche au nombre d'électeurs. Nous avions été invités à revenir travailler sur ces fichiers et puis nous avons été désinvités, mais heureusement la CEDEAO a été invitée avec ses experts et très heureusement les experts de la CEDEAO sont tombés sur les mêmes conclusions que l'OIF et donc j'espère que la Guinée ne va pas se fâcher avec tout le monde.
Ça veut dire qu'il faut des alliances et que l'OIF, c'est un des maillons et que c'est quand même un des maillons importants sur les élections et sur ces fameux fichiers qui posent problème dans beaucoup de pays, en fait. Ben, je l'espère, surtout que nous avons plusieurs saisons électorales, en tout cas sur le continent africain cette année. Mais nous travaillons, et moi-même, je suis en contact avec les chefs de l'Union africaine et de la CEDEAO. Nous avons échangé plusieurs fois en personne et au téléphone avec le président de la Commission de l'Union africaine et le président en exercice de la CEDEAO, le président Issoufou. Alors peut-être on va laisser un tout petit peu de côté la francophonie et pour parler, parce qu'il nous reste quelques minutes encore, et pas beaucoup. Vous êtes rwandaise, on l'a évoqué à plusieurs occasions dans cet entretien. Vous avez occupé de très hautes fonctions dans votre pays. Vous avez été porte-parole du président Paul Kagame, puis également ministre des Affaires étrangères, on l'a rappelé, pendant plus de 8 ans. Il y a quelques jours, le film Petit pays, adapté du livre de Gaël Faye, qui est un succès littéraire qui a été publié à plus d'1 million d'exemplaires. Ce film a été diffusé à Kigali, dans la capitale du Rwanda. Je voudrais qu'on regarde un extrait de la bande-annonce de Petit pays. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? Séparer la classe en deux? Qu'est-ce qui se passe, Gabi? Je sais pas. Papa! Ouais. Il y a eu des coups de flash. Qu'est-ce qui se passe là? Des militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, Gabi. Ils tuent des Hutus et les Hutus nous tuent. Si on ne se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer. Dégagez là! Dégagez! Dégagez! Vous n'avez pas encore vu ce film, je crois. Non, je n'ai pas encore vu le film. J'étais invitée à une projection, à une projection ici à Paris, mais elle vient d'être annulée. Mais j'ai lu le livre. Voilà. J'ai lu le livre et donc je connais. C'est un livre magnifique. Voilà, il raconte l'histoire d'un adolescent au Burundi qui est un enfant d'un père français et d'une mère rwandaise et qui va fuir son pays en raison de la guerre civile et du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce génocide d'ailleurs qui a touché votre propre famille. Petit pays est un film plus intimiste, mais qui ne cache rien de la violence des événements. On voit bien qu'ici, la fiction est au service de la mémoire. C'est important, ce genre d'œuvre, pour les jeunes générations. C'est extrêmement important. Surtout, cette histoire qui est racontée par un jeune rwando-français. Parce que l'histoire et la partie compliquée de l'histoire est peut-être mieux comprise quand elle est personnalisée et quand elle ne vient pas des historiens, des écrivains, des politiques. Je pense que des œuvres comme ça et une œuvre bien réussie sont porteurs d'enseignement et donnent beaucoup plus envie, surtout aux jeunes générations, de comprendre ce qui s'est passé et j'espère aussi d'apprendre de ce genre d'œuvre. Ce film a été projeté à Kigali, dans 3 salles de cinéma et il a, semble-t-il, provoqué beaucoup d'émotions. Vous avez eu des retours sur ces projections ? Oui, j'ai eu des retours par mes neveux, mes nièces et d'autres personnes qui étaient à la projection. Ce film a été très bien accueilli. Et pour beaucoup de jeunes, ça leur a permis aussi de comprendre comment ce genre d'événements affecte au-delà des personnes qu'on connaît, affecte la vie des familles et les liens entre des familles qui vivent en exil ou qui vivent très loin du pays et ceux qui sont restés au pays. C'est un film qui a été très bien accueilli. Oui, et pourtant c'est un film encore qui regarde vers le passé, alors qu'on le voit de façon... il y a toute une diplomatie économique. Le Rwanda, c'est un pays quand même qui est tourné aujourd'hui vers l'avenir. Vous n'en avez pas un petit peu assez aussi parfois, 25 ans après, qu'on reparle toujours
sans arrêt de cette époque et qu'on ne montre pas un autre visage du Rwanda? C'est vrai que le Rwanda est un pays aujourd'hui, 26 ans plus tard, et est un autre pays en réalité. Mais le fait que le Rwanda soit tourné vers l'avenir n'empêche pas qu'on aille de temps en temps, j'espère, s'inspirer du passé, surtout d'apprendre du passé. Et donc, aller vers l'avenir ne veut pas nécessairement dire qu'on coupe avec le passé, parce que le passé nous permet de comprendre, mais aussi d'éviter ce qui s'est passé par le passé. Il y a quelques jours, le monde entier célébrait le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Alors, à ce sujet, le Rwanda occupe la première place sur le podium, puisqu'il est le premier pays au monde concernant la place des femmes au Parlement, 63% de femmes. C'est un des 10 pays parmi les plus égalitaires entre les genres. Alors, comment vous l'expliquez? Est-ce que ça a un lien avec justement cette histoire tragique qu'on vient d'évoquer? La place qu'occupe la femme au Rwanda aujourd'hui a beaucoup à voir avec d'abord une politique bien réfléchie, une politique en fait qui tout simplement voulait restituer à la femme ce qui lui revenait qu'elle n'a pas eu pendant plusieurs décennies. Ensuite, et ça c'est très important, la place de la femme rwandaise aujourd'hui, qui est une place de choix, a beaucoup à voir avec le travail que les femmes rwandaises ont accompli dans la reconstruction du pays. Les femmes ont beaucoup de crédit aujourd'hui dans notre société. Moi, je me réjouis chaque fois que je vois des hommes qui font campagne pour les femmes, y compris ces femmes parlementaires. Ma propre sœur était au Parlement pendant 5 ans. Et je voyais comment les voisins venaient pour apporter leurs doléances, expliquer, demander à ce que les parlementaires et les femmes s'impliquent sur des sujets qui changent notre société. Et donc, je pense que la place qu'occupe la femme au Rwanda aujourd'hui a beaucoup à voir avec la crédibilité de la femme rwandaise, mais aussi une certaine culture qui s'est installée dans mon pays par rapport à la relation entre l'homme et la femme, où l'homme soutient, où l'homme devient de plus en plus conscient que la femme a sa place aussi. C'est toute une culture, tout un enseignement, mais je crois que c'est surtout ces deux facteurs-là. Alors, il nous reste 1 minute, peut-être une dernière question, Marilyn. On ne peut pas vous recevoir aujourd'hui sans parler de la mort de Kizito Mihigo, oui. Donc, qui a été retrouvé, qui est un chanteur populaire, très populaire, retrouvé, dit-on, suicidé dans sa cellule à Kigali. C'est un rescapé du génocide. Il avait un temps été proche du pouvoir et puis considéré comme négationniste. Il y a un gros doute qui plane sur les circonstances de sa mort. Est-ce que vous avez une réaction, quelque chose à dire? Je pense que le doute qui plane sur la mort de ce jeune homme a beaucoup à voir avec l'instrumentalisation de ce jeune homme et de sa vie par des politiciens. J'ai suivi un petit peu de loin ce qui s'est passé et on voit aujourd'hui que ce jeune homme, sa vie a été enlevée de sa propre famille et de ses proches pour être utilisée par toutes sortes d'acteurs politiques, je dirais même beaucoup de prédateurs de la politique rwandaise. Mais je connais ce jeune homme, quand il est rentré au pays, j'étais là. Je sais qu'à un certain moment, il a basculé dans une sorte je ne dirais pas d'opposition, mais dans une sorte de recherche de célébrité auprès de toutes sortes d'individus qui n'étaient pas nécessairement des gens qui voulaient du bien pour le pays. Donc il y a toute une controverse qui l'entoure. Mais bon, les suicides dans les prisons, ce n'est pas particulier au Rwanda. Ce que je regrette, moi, c'est que on utilise ce jeune homme pour des besoins politiques, surtout dans la diaspora rwandaise, où, comme toutes les diasporas, il y a
des réclamations et un certain Rwanda bashing, si je peux m'exprimer en anglais. Sur ce dossier. Voilà. C'est la fin de cette émission, Louise Mushikiwabo. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5 Monde et celles de Marine Bonnard du journal Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien d'International. Très bonne journée. À bientôt. Merci. Merci.